10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un très bon week-end, très content de vous retrouver en ce dimanche, et très content de vous retrouver pour parler, une fois n'est pas coutume, de Barcelone-Paris Saint-Germain. Tiens, parce que ça arrive très vite, c'est mardi soir, demain du coup je vous ferai la vidéo entière des pronos de ces quarts de finale retour de Champions, mais aujourd'hui le programme, c'est Barça-Paris, 6 jours après ce coup de sifflet final, et ce match assez rocambolesque au Parc des Princes, qui a même mérité 2 vidéos, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se retrouvent en Catalogne pour une place dans le dernier carré de la Champions League. Alors, bien sûr, avec cette victoire 3-2, le Barça a l'avantage. En retournant à la maison, a même un net avantage, les bookmakers le confirment. La qualif du Barça est cotée à 1,24, celle du PSG à 3,85. C'est l'équipe la moins bien cotée de tous ces quarts de finale retour. Personne ne voit Paris passer. Est-ce qu'ils peuvent tout de même le faire? On va passer en revue les deux camps et procéder argument par argument. J'ai vraiment envie de tout détailler le maximum possible, et à la fin, bien sûr, comme vous le savez, je vous donnerai mon prono. Si vous n'avez pas trop le temps, que vous regardez cette vidéo quelques minutes avant le coup d'envoi, je vous mettrai bien sûr le timecode en description pour que vous puissiez aller accéder tout de suite à cette partie. Mais en attendant, le Barça, les arguments en faveur du Barça. Le premier, il est simplement historique. Tu regardes la Champions League, tu regardes sur les dernières saisons, gagner un match aller à l'extérieur, ça te met dans une très bonne position. C'est hyper significatif en Champions. C'est très rare de voir une équipe qui a perdu un match aller à domicile renverser la vapeur et le faire au retour. Sur les exemples récents, à part l'Ajax contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu, après il s'était fait remonter aussi contre Tottenham, en vrai sur les exemples récents, un des seuls, c'est le Paris Saint-Germain qui l'a subi après l'avoir emporté à Old Trafford, qui se prend cette remontada à penalty à la dernière minute de Marcus Rashford. Donc ouais, c'est pas de très bon augure pour le Paris Saint-Germain, jamais le PSG l'a fait dans son histoire, remporter une double confrontation de Champions League en ayant perdu le match aller à domicile, et jamais un club français ne l'a fait non plus. Mais c'était pas en Champions League, c'était en Coupe UEFA. Historiquement, ouais, c'est un sacré obstacle. Le deuxième argument en faveur du Barça, c'est que bon, en ce moment, ils sont en forme. Ils l'ont encore emporté contre Cadiz ce week-end, même avec une équipe remaniée, 1-0. Victoire contre le Paris Saint-Germain, Las Palmas 1-0, ils sont allés battre l'Atlético Madrid 3-0 à l'extérieur, ils l'avaient emporté contre le Napoli sur ce match retour de 8ème, contre Mallorca, l'Athletic, etc. En gros, ils sont sur 13 matchs consécutifs sans défaite. Avec ce clean sheet ce week-end, ça fait 6 clean sheets en 8 matchs. Défensivement, le Barça a vraiment resserré les vis, grâce à l'intégration de Pau Cubarsí dans le 11, Ter Stegen revenu de blessure, Christensen en milieu défensif, bon, Jules Koundé aussi qui est en train de vivre une très bonne période. Bon, le Barça est beaucoup plus solide derrière qu'il y a quelques temps, et ça contribue assez massivement à leurs bons résultats. Troisième argument peut-être, ils ont trouvé un axe fort offensivement, à l'image de ce qui a été produit au Parc des Princes, mais même depuis quelques matchs, depuis quelques semaines. Rafinha est peut-être sur la meilleure forme barcelonaise de sa carrière. Lewandowski, c'est pas mal du tout non plus, même s'il n'a pas marqué au match aller, il a été hyper important. Donc ouais, si t'as ces deux-là en bonne forme, que défensivement c'est solide aussi, quasiment tout le monde arrive au Barça plutôt dans de bonnes dispositions. Ça c'est quand même pas mal avant ce match retour. Quatrième argument, c'est une équipe assez expérimentée. C'est un peu un paradoxe parce que c'est un peu le Barça next-gen de la nouvelle génération. Au-delà même de Cubarsí et Yamal qu'on voit ici, moi j'aime bien le petit Fermín López. Bon, malheureusement Baldé est blessé, mais c'est un peu le retour de la Masia, etc. Donc il y a cette idée d'une équipe assez jeune. Mais en vrai, moi je vois aussi une équipe avec de vrais tauliers très expérimentés. Et des gars qui ont soulevé la Champions. Gundo juste l'année dernière en tant que capitaine avec City, Lewandowski avec le Bayern en 2020. Il y a Ter Stegen aussi dans les buts. Il y a des gars qui, peut-être quand le match commence à devenir un peu sauvage, un peu tendu, et qu'il faut se mettre au niveau mentalement. Franchement, sur chaque ligne, je pense même à un Cancelo, je ne l'ai pas mis ici, mais Cancelo qui a 29 ans, sur chaque ligne, tu as au moins un taulier, des référents, des gars sur lesquels s'appuyer, des voix qui portent dans le vestiaire. En quart de finale retour de Champions, je trouve que ça peut être utile, peut-être surtout quand on compare avec le Paris Saint-Germain, qui avec 25,3 ans de moyenne d'âge, le quart de finaliste le plus jeune, l'effectif le plus jeune de ces quarts de finalistes. Ça peut être un petit argument. Un cinquième, je dirais, en faveur du Barça, c'est que le Paris Saint-Germain se déplace pas très bien en Coupe d'Europe, en Ligue 1, ouais c'est vrai, mais en Coupe d'Europe, à St James Park, la défaite 4-1 contre Newcastle, à San Siro, quand ils sont allés au San Siro, défaite 2-1 contre l'AC Milan, contre Dortmund, même si le nul permettait de décrocher la qualif, donc bon, peut-être pas un très mauvais résultat, mais
mais pas de victoire non plus. Finalement, il n'y en a qu'une seule cette saison contre la Real Sociedad au match retour, qui était un bon match aussi. Mais voilà, le Paris Saint-Germain n'a pas montré qu'ils étaient une équipe qui se déplaçait super bien sur la scène continentale cette saison. Le 6e argument en faveur du Barça, Pedri est de retour. On l'a vu dès son entrée décisif, c'est quand même une très bonne nouvelle. Ajouté au retour de Frenkie de Jong aussi, on va parler du 11. Dans l'ensemble, l'entrejeu du Barça a quand même de belles cartes, malgré les suspensions, on va y revenir. Le 7e argument, la fébrilité parisienne sur coup de pied arrêté. Bien sûr, ils prennent ce 3-2, le but de Christensen, mais tout au long du match, ils ont été vulnérables là-dessus. J'en ai parlé dans mes 2 débriefs, que ce soit sur ce coup franc excentré, qui peut sembler un détail, mais ça communique pas très bien. Yamal est laissé seul, finalement, il va être servi. Il va pouvoir déclencher un centre qui met un petit peu la défense en panique. Il n'y a pas de grosse occasion au bout, mais c'est ce genre de petits détails qui peuvent faire la différence. Aussi sur ce corner, par exemple, qui était joué en retrait comme ça pour Rafinha seul, c'est pas fou. Il y a aussi en première mi-temps, quelques minutes avant ça, Lewandowski, il faut le retour un peu salvateur de Nuno Mendes sur sa ligne de but. Régulièrement, le Paris Saint-Germain a été pris à défaut et a été mis en danger par les coups de pied arrêtés du FC Barcelone, et du coup, ça, je sais pas à quel point ça se répare en 6 jours. Ouais, voilà, les tours avancés de Champions, ça peut jouer sur des trucs comme ça, donc je dirais avantage pour le Barça. Et enfin, un truc qui a été encore plus visible en revoyant le match pour faire la deuxième analyse, les Catalans étaient prêts à travailler beaucoup plus que les Parisiens. J'ai vu systématiquement des retours défensifs de Lamine Yamal, là par exemple, pour épauler Jules Koundé sur le côté, mais c'était aussi le cas à droite. Rafinha par exemple a fait un très gros boulot pour être aux côtés de Cancelo et pour contenir les débordements d'Ousmane Dembélé. Sur les flancs, les replis des joueurs offensifs du Barça montrent à quel point cette équipe est prête à souffrir, beaucoup plus que ce que j'ai vu le Paris Saint-Germain faire en face. Et après il y a aussi le travail sur la pression, sur la première ligne, il me semble juste mieux coordonné et avec un petit peu plus d'envie, peut-être un petit peu plus de bagage physique. Une équipe qui bosse mieux que le PSG, ouais, ça me semble assez clair. Alors du coup, si je dois réfléchir un petit peu aux 11 que Xavi pourrait aligner, pas de Sergio Roberto et pas de Christensen qui sont suspendus. Du coup, au milieu de terrain, j'imagine que Pedri, Frenkie, Gundo c'est sûr sera reconduit, formeront le trio. Rafinha, Yamal, Lewandowski, ça y a pas de raison, ça va continuer. Cancelo, Cubarsí, Araujo, Koundé, Ter Stegen. Il y a peut-être un Fermín Lopez qui pourrait avoir un rôle, mais je pense pas, vu qu'il a été titularisé contre Cadiz, le match où Xavi a beaucoup fait tourner. Donc je m'attends à ça comme choix d'homme. Après, sur à quoi ça ressemble vraiment sur le terrain, on sait que le Barça est en fait assez rarement dans un 4-3-3 comme ça. La plupart du temps, défensivement, c'est 4-4-2, avec les ailiers comme ça, qui sont sur les côtés, qui protègent les flancs, 2 milieux de terrain et Gundo qui est très souvent aux côtés en fait de Robert Lewandowski. On le voit ici sur la phase de bloc médian / bloc haut, 3e minute de jeu. Gundogan est très haut parce que c'est un super déclencheur de pression, parce qu'il fait bien ce boulot là, il le faisait à City, il le fait au Barça. Donc on voit plus bas Roberto et Frenkie de Jong. Qui sera aux côtés de Frenkie ? Comme j'ai du mal à imaginer que Gundo soit mis plus bas, il est tellement bon dans ce rôle de harceleur, j'imagine Pedri. Ça, c'est sur la phase défensive. Et après, sur la phase offensive, avec ballon, bon, le Barça est beaucoup plus dans son 3-2-5 habituel. Lewandowski en pointe, 2 offensifs intérieurs et 2 gars qui prennent la largeur, en l'occurrence ici Cancelo, mais toujours une base, 2 gars dans le tandem du milieu de terrain. Alors j'ai pris ce screen parce que c'est 82e minute et c'est après l'entrée de Pedri. Gundo reste plus haut que Pedri. Pedri est à la base de l'entrejeu. Saison dernière, Pedri était souvent dans ce rôle un petit peu d'intérieur droit. Là, avec Gundogan, c'est lui qui est plus bas. Du coup, je me dis, avec ballon, Cubarsí, Araujo, Koundé, ok, ça c'est classique. Cancelo, long de ligne. Rafinha intérieur, Lewandowski, pointe. Gundo, du coup, je l'imagine ici en tant qu'intérieur droit. Et du coup, ce serait plutôt une base Pedri-Frenkie. C'est une base avec des joueurs peut-être un petit peu moins confortables à la perte de ballon en transition défensive. Il y a peut-être quelque chose à exploiter là pour le Paris Saint-Germain. Sans Roberto, sans Christensen, qui sont des joueurs plus défensifs. Mais voilà, si je devais parier là tout de suite, on est que dimanche après, mais j'ai pas les dernières conférences de presse, j'ai pas les toutes dernières infos. Je me dis que ça devrait ressembler à ça. Donc voilà, ça c'était les arguments en faveur du Barça. En faveur du PSG maintenant, le premier, bref, juste tout simple, arithmétique, c'est qu'il n'y a qu'un but d'écart. Un but en foot et en Champions, ça va vite. Dans une double confrontation où l'aller a fini 2-3, j'ai du mal à imaginer que ce soit absolument rédhibitoire. Quand t'as dans ton équipe Kylian Mbappé qui peut être dangereux à tout moment, même si le match aller est horrible, je parierai jamais forcément contre Mbappé avant un gros match de Champions. Le Paris Saint-Germain a le 3e volume d'XG produit de toute la compétition, juste derrière City et le Real Madrid. C'est une équipe qui offensivement est capable de produire 2-3 trucs, un but d'écart, a priori, ça doit pas faire trop peur. Contre le Barça, le PSG a tapé 2 fois les montants. Barcola ici, à 2-1,
Et Ousmane Dembélé, là, je suis pas certain qu'il est hors-jeu. Il n'a pas été donné, ça n'a pas été vérifié, mais on en a parlé un petit peu dans le débrief. On a essayé nous-mêmes de tracer la ligne. Je suis pas certain qu'il était hors-jeu sur cette action, et c'est vrai, il s'est offert une occasion assez dangereuse, où il a tapé sur le montant, une deuxième fois dans ce match, donc pour le PSG. Il y a aussi eu cette situation qui a abouti sur une frappe très molle repoussée par Araujo, mais qui était très dangereuse, de Barcola lancé dans la profondeur, avec après un beau travail Vitinha, Warren Zaïre-Emery. Donc le PSG a eu des occasions, en faisant pourtant un match qui, offensivement, était loin d'être brillant. En fait, je vois cette rencontre qui finit 2-3, quand je vois en face les prestations de Rafinha, de Lewandowski, deux joueurs offensifs du Barça qui ont sorti un match, allez, 8 sur 10 minimum, sans doute plutôt vers le 9, pour certains peut-être 10 sur 10, Paris c'est un peu l'inverse, les joueurs offensifs du Paris Saint-Germain, dans l'ensemble, ont plutôt déçu. Et pourtant, il n'y a eu qu'un écart d'un but, donc quelles sont les conclusions qu'il faut tirer de ça? Le deuxième argument quand même assez significatif, je trouve, en faveur du Paris Saint-Germain, c'est que Montjuïc, où le Barça joue ses matchs à domicile cette saison, bah c'est pas le Camp Nou. Et ça se voit un peu dans les résultats. Les 3 défaites du Barça cette saison en Liga, c'est 3 matchs à la maison, contre le Real, contre Girone et contre Villarreal. Le Barça est deuxième de Liga à 8 points derrière le Real Madrid, mais si on regarde le classement à domicile, il passe de la 2e à la 4e place, parce qu'à domicile, ils ont seulement la 5e attaque de Liga, avec 34 buts marqués, et sur le nombre de buts encaissés, ils sont même pas ici, ils sont tout en bas là. Ils ont la 14e défense de Liga à domicile. Ils encaissent pas mal de buts à la maison, même si les 5 contre Villarreal ont fait mal, c'est vrai. Mais 19 buts encaissés à la maison cette saison en Liga. Le Real est à 7 par exemple. Valence à 8, Barça 19. C'est pas la citadelle imprenable. Montjuïc, c'est pas la citadelle imprenable qu'était le Camp Nou à une époque. Match retour au Camp Nou, pour moi, j'ai toujours dit, c'est un peu le boss final du jeu vidéo. Peut-être à égalité avec, il y a le mini-boss, match retour à l'Allianz Arena. Là, match retour à Montjuïc, ouais, peut-être ça peut jouer un petit peu. Troisième argument pour Paris, peut-être c'est un peu naïf de ma part, mais il me semble assez pertinent, c'est que ce match aller a aussi quelque part posé la recette, au moins de ce qui marche pas. Asensio en faux neuf, ok, ça c'est une idée qu'on peut rayer. Kang In-lee, sans doute pas non plus. Barcola par contre, super entrée. L'association avec Zaïre Emery, top. J'imagine que les deux seront titulaires, à voir. De la même manière, Lewandowski qui mange Beraldo sur le domaine aérien, sur le jeu dos au but, cette supériorité flagrante, bon, peut-être ça marche qu'une fois. Après, t'es averti, et même déjà en seconde période, avec le changement, Marquinhos qui protégeait un petit peu plus dans la zone, ça limitait déjà l'influence que pouvait avoir Lewandowski dans son 1 contre 1 avec Beraldo. Donc, peut-être ça c'est un truc que t'as observé, et maintenant t'as la parade. Dans l'ensemble, en fait, je trouve que tactiquement, la position de Luis Enrique, à voir ce qu'il en fera, mais je trouve que sa position est un petit peu plus simple que celle de Xavi. Grosso modo, peut-être Xavi veut rejouer un peu le même match qu'à l'aller, mais donc, pour moi, Luis Enrique a l'initiative. Et je pense qu'il arrive avec des idées plus claires et Xavi a peut-être sa marge d'adaptation est un peu moins évidente. On verra, mais c'est le petit truc que je sens là comme ça avant ce match. Le 4e point, il est majeur. En vrai, on aurait pu le citer dès le début. Retour d'Achraf Hakimi. Ça change pas tout, mais ça change quand même pas mal de choses. Que ce soit pour combiner sur le flanc droit avec Dembélé, leur association depuis le début de saison, c'est quand même un des bons points de ce Paris Saint-Germain. Bah là, j'ai trouvé que sur ce match aller, il manquait vraiment un partenaire. On voit Kang In-lee qui essaye de faire la course de dédoublement, mais il est bloqué par Rafinha en venant depuis l'intérieur, peut-être un petit peu plus compliqué, puis simplement il n'a pas la vitesse d'Achraf Hakimi, il n'a pas la complicité avec Ousmane Dembélé, et ça c'est le secteur offensif, mais aussi derrière par exemple, moi j'ai trouvé que sur le premier but de l'ouverture du score de Rafinha, il est un petit peu seul là au second poteau côté droit, Marquinhos tarde à revenir après être monté au pressing sur Cancelo, peut-être qu'un Achraf Hakimi avec beaucoup plus de vitesse sur la transition défensive se replie à temps pour empêcher l'ouverture du score. On en a déjà parlé un petit peu, mais les absences de Sergi Roberto et Christensen, non seulement elles enlèvent un petit peu de qualité défensive à ce Barça, mais aussi il y a le fait que, sans eux, ça limite aussi un peu les options en sortie de banc. Peut-être que Pedri, qui revient de blessure à peine, qui a quand même avancé ces derniers jours, passé 1 mois sans compétition, peut-être que Pedri, tenir 90 minutes, c'est un peu compliqué. Frenkie, on pourrait dire la même chose, il a quand même fait 3 semaines sans match aussi, un truc comme ça. Si tu dois les sortir à l'heure de jeu, imagine dans un match qui va en 120 minutes, Fermin Lopez, mais Lopez pour moi c'est beaucoup plus haut, donc ça veut dire faire descendre Gundogan. Il commence déjà à y avoir des ajustements qui sont, je trouve, pas top pour le Barça. Romeu, mais Romeu c'est un peu cata aussi. Est-ce que tu mets Cancelo à l'intérieur? Ouais, ça c'est une possibilité. Mais bref, ça serait bien d'avoir Christensen et Roberto, ne serait-ce que pour la sortie de banc, ne serait-ce que pour faire souffler un petit peu cet entrejeu. Donc leur absence est un peu problématique par rapport à cette dimension surtout. 6e argument, le Paris Saint-Germain a quand même des joueurs qui sont individuellement en forme, malgré la défaite de l'aller. Bon, la performance de Vitinha, comme ce qu'il produit depuis plusieurs mois maintenant, c'est positif. Le retour de Nuno Mendes aussi, il a fait des ravages sur son couloir, ça a été un des meilleurs Parisiens, avec Vitinha, les 2 meilleurs. Malgré le fait que collectivement, pas top, individuellement, Paris a des cartouches. Mbappé, tout un argument autour de Kylian Mbappé, bien sûr, il a été catastrophique à l'aller, mais du coup, ça peut pas être pire, ça peut être que mieux.
Bon, ça peut aussi être peut-être au même niveau, ça peut être aussi nul qu'à l'aller, mais on peut voir les choses d'une certaine manière et se dire, même sans lui, même avec un match où il était transparent, invisible, Paris on a quand même marqué 2. Qu'est-ce qui se passe dans un match où il est mentalement connecté et où il a les jambes de feu? Si ça se produit, évidemment, ça peut être gros danger pour le Barça. Après, ils ont très très bien réussi à le contenir. Le travail de Koundé, d'Araujo en synchronisation, comme on a dit, les retours de Yamal aussi par moment. Ça a très très bien bossé. Peut-être le Barça va refaire la même chose. Peut-être du mal à imaginer Mbappé rater 2 matchs de cette ampleur de suite. Ça peut être le dernier match de sa carrière en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc il y a un enjeu supplémentaire par rapport à ça. Peut-être, comme on a dit, avec le couloir droit et maintenant Achraf Hakimi, peut-être la charge est mieux répartie. Peut-être il a un petit peu plus d'ouverture. Peut-être il demande un petit peu plus dans la profondeur que dans les pieds, ça peut changer des choses aussi. Je sais pas, ce sera intéressant, mais Mbappé, comme ça peut pas être pire, que Paris en a quand même marqué 2, ouais, peut-être un truc par rapport à ça. Avant-dernier argument, le Barça arrive relativement frais, parce qu'ils ont bien fait tourner contre Cadiz, mais à l'aller, ils étaient arrivés avec quasiment 10 jours, je crois 10 jours même, sans jouer. Le Paris Saint-Germain avait enchaîné avec même le match de milieu de semaine contre Rennes, etc. Cette semaine, ce week-end, la Ligue 1 a décidé de faire reposer les 3 équipes européennes en repoussant les matchs, Lille, Marseille et donc le PSG. Donc là, ils ont eu 6 jours de repos, entre l'aller et le retour. 6 jours pour se concentrer totalement sur cette confrontation, peut-être récupérer des forces, peut-être un petit peu plus de fraîcheur côté parisien, et aussi mentalement, pas que physiquement, mentalement. Enfin, je dirais, le dernier argument, c'est que si ça va au penalty, ça pourrait, je crois que Donnarumma c'est meilleur que Ter Stegen. Alors Ter Stegen il sort quand même d'une belle séance de tir au but contre le Betis en janvier, la demi-finale de Supercoupe. Mais je suis allé regarder les chiffres sur Transfermarkt, ils ont une section sur les pénaltys, le nombre de pénaltys arrêtés en match. Alors malheureusement il n'y a pas les séances de tir au but, mais le nombre de pénaltys arrêtés en match par Donnarumma c'est 14, Ter Stegen c'est 12, mais c'est 12 sur 70. Alors que Donnarumma, c'est 14 sur 55. En gros, le pourcentage d'arrêt de Donnarumma, c'est 25%. Ter Stegen, c'est 17% en carrière. Et comme j'ai dit, il n'y a pas les séances de tir au but, c'est vrai. Mais si je pense séance de tir au but, j'avoue, la première qui me vient, c'est pas celle de Ter Stegen contre le Betis, c'est plutôt Donnarumma en finale de l'Euro 2021 contre l'Angleterre, où il avait sorti 2 arrêts, Sancho-Saka. Si jamais ça va au tir au but, avec en plus, si ça va au tir au but, ça veut dire que le Paris Saint-Germain a inversé la balance et est en train de gagner le match, etc. Avec Donnarumma dans les buts, je pense que là, il y a un petit avantage PSG. Et puis voilà, enfin, en regardant le 11, il y a des chances pour que le PSG, au retour, aligne un 11 qui est quand même sensiblement assez différent. À voir si ce sera plus ou moins couronné de réussite, mais si on regarde la seconde période, moi je dirais quand même plus. Le retour d'Hakimi, très très bon point. Zahir Emery, pour moi, doit démarrer, vu ce qu'il a montré au retour. Et Bradley Barcola. Alors lui, est-ce qu'il sera titulaire dès le début, ou plutôt utilisé en tant que super sub? En gros, cette équipe, à l'exception de Marquinhos, c'était Beraldo à la place. Cette équipe, c'est celle qui a été utilisée contre la Real Sociedad au retour, avec Dembélé qui était plus en décrochage dans un rôle de 10, un truc comme ça. Si ça c'est le 11 qui est choisi contre le Barça, avec Hakimi et Nuno Mendes, qui a montré de très très bonnes choses à l'aller sur les flancs, avec un côté droit, Zahir Emery, Barcola, qui ont super bien combiné en seconde période, franchement, ça c'est une bonne équipe. Et c'est une bien meilleure équipe qu'à l'aller. Alors, ça nous fait pas mal d'arguments dans les deux sens. Mon prono pour ce match retour, est-ce que le Paris Saint-Germain réussit à le faire? Leur victoire, simplement leur victoire en 90 minutes est cotée à 2,95, 81% des gens, avec pas mal j'imagine de patriotisme, simplement de supporters parisiens, 81% des gens partent là-dessus. Le Barça est à 2,15, le nul à 3,75, ce qui montre à quel point c'est indécis. Ça l'est moins pour la qualif, où malgré le fait que 95% des gens partent là-dessus parce que la cote est attractive, le PSG est coté à 3,85. Le Barça, 1,24. Ça, c'est les codes que vous trouvez sur Winamax, comme vous le savez, mon sponsor, mon partenaire tout au long de cette saison. Vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le lien en description. C'est la meilleure de France, c'est celle qu'on a montée ensemble, l'offre spéciale Winamax Willou. Si vous faites un premier dépôt en ayant cliqué sur le lien, il se retrouve instantanément doublé en pari gratuit et vous recevez aussi 10 € en cash. Donc si vous mettez le dépôt minimum, après avoir cliqué sur le lien, le dépôt minimum c'est 15, 15 x 2, 30, plus 10, 40, votre premier dépôt de 15 € est devenu un capital de 40 € avec lesquels vous pouvez parier. Tout ça, comme vous le savez, c'est accessible avec le lien en description, un lien qui, en plus de débloquer le bonus, me rémunère à chaque utilisation. Chaque fois que quelqu'un clique sur le lien, fait un premier dépôt, je touche une commission, modèle classique de l'affiliation. Ça aide toujours la chaîne. Si vous avez prévu de parier sur ce match, sur les quarts de finale de Champions, n'hésitez pas, je vous en serai très reconnaissant, mais bien sûr, si vous le faites, c'est interdit aux mineurs, comme vous le voyez ici, soyez responsable, pas besoin de miser de grosses sommes, et je vais dire de miser tout court, pour kiffer ces quarts de finale de Champions qui vont être absolument énormes. Mon prono donc, qu'est-ce que ça va donner? Alors là, je suis assez partagé. D'ailleurs, la cote de la qualif vient de baisser de 3,85 à 3,80. Je suis un peu partagé parce que ce que je pense, c'est que oui, le Barça est évidemment favori. 1,25.
peut-être même avec une victoire, parce que historiquement, quand le Paris Saint-Germain perd le match aller à la maison, ça me fait penser à Bayern 2023 la saison dernière, ça me fait penser à City 2021 ou même le Barça 2015 comme on en a discuté, et à chaque fois, ça a été double défaite. Mais pour moi, c'est plus équilibré que ce 1,25, 3,80. Peut-être je suis naïf, peut-être qu'Opta a raison et que c'est du 75-25. Pour moi, au vu de tous les arguments qu'on a soulevés, ce match retour me semble bien différent de l'aller. Et même à l'aller, ça se joue à pas grand-chose. On a quand même parlé de un face-à-face raté de Barcola, 2 fois Paris Saint-Germain touche le montant, Paris revient puis repasse derrière, il y a des vulnérabilités, mais il y a des lacunes des deux côtés. Donc quand je vois 77-23, je suis pas hyper convaincu par ça. Pour moi, la qualification, c'est du 60-40, au maximum du 65-35. Je suis prêt à entendre quelqu'un qui me dise c'est du 65-35, mais perso, je pense même là, à l'heure actuelle, je suis plus vers le 60-40. Je pense que c'est beaucoup plus chaud et costaud que ce qui est dit là. Donc, je vais dissocier mon prono officiel, et mon prono officiel, ma physionomie de match, c'est d'abord que le Barça marque le premier but. Je pense que comme ce qu'on a vu aussi à l'aller, ce qu'on a vu à Atleti Dortmund, ce qu'on a vu un petit peu de partout, l'équipe à domicile en Ligue des Champions, elle a toujours un premier quart d'heure très fort, très chaud. C'est dur d'y résister. Je suis pas certain que le Paris Saint-Germain y résiste. Je pense le Barça marque le premier but, en première mi-temps même, et c'est un vrai coup au moral du PSG. Le truc un peu décourageant, tu dois remonter un score et en plus tu prends le premier but. Après, je vois Paris qui pousse très fort. Je vois le Paris Saint-Germain égaliser, mais un peu trop tardivement. Avec quand même 15-20 minutes de folie à la fin, ou même 5-10 minutes, un truc comme ça, où il y a une occasion, il y a une grosse occasion ou deux, et du coup il y a des regrets, mais ça se finit un partout. Et alors, sur la première partie de ma physionomie de match du prono de l'aller, j'étais pas mal. J'étais à un partout avec le Barça qui marque le premier but, égalisation de Paris via Ousmane Dembélé et victoire même 2-1 du PSG. Jusqu'à l'heure de jeu, j'étais parfait, golden. Il y a eu une demi-heure ensuite, ça a tourné. Peut-être que ça, en fait, c'est ce qui se passe jusqu'à l'heure de jeu. Et après, on a une dernière demi-heure totalement folle. On verra, mais pour moi, là, c'est à l'heure actuelle, c'est mon prono final. Je pense que ça se termine comme ça. Et donc, ouais, je pense que le Barça se qualifie. Maintenant, ça c'est le prono officiel, on va dire, si ma vie en dépend. Maintenant, si je suis quelqu'un qui parie sur ce match, jamais je parie sur le Barça à 1,25. Parce que comme je dis, pour moi la différence, elle n'est pas si forte que ça. Le Barça est sur une très bonne série, très bonne passe, mais fondamentalement, c'est encore une équipe qui est en progression, en croissance, et qui peut avoir des lacunes, qui peut se retrouver un peu bousculée dans les matchs. C'est pas au Camp Nou. Donc si je parie absolument, pour moi, il n'y a pas 3 fois ou 4 fois plus de chances que le Barça se qualifie que le PSG. Comme je dis, je pense, c'est du 60-40. Mais voilà, le prono officiel, si je fais abstraction des cotes, c'est juste une discussion avec des potes comme ça, avant le match. Ok, je dis qualif du Barça, un partout. Et j'espère que ce sera un peu plus fou que ça. Peu importe la direction, si on peut avoir au moins 3 buts, un moment où les deux équipes y croient, ça ce serait kiffant. Et quoi qu'il arrive, on sera là pour le débriefer au coup de sifflet final, 1 heure après le coup de sifflet final. Ça arrive très vite en plus. C'est mardi soir, c'est dans 2 jours. J'ai tellement hâte. On sera là pour en discuter et j'espère que vous serez là aussi. Les amis, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. J'ajoute aussi que si vous l'avez remarqué, 80% des vidéos ont disparu de la chaîne. C'est parce que j'ai reçu un strike UFA il y a quelques jours pour une vidéo où je mettais de la vidéo, quelques images, etc. Bon, ça me désole, comme d'habitude. Mais j'ai dû faire passer une énorme partie de mon catalogue de vidéos en privé pour pas me risquer un second strike. Si jamais la situation évolue, les vidéos reviendront. Et c'est toujours les moments stressants de la chaîne, de ce travail. Mais j'espère que ça va aller, on verra. Et je vous tiens au courant. Si vous voyez pas d'anciennes vidéos, c'est pour ça. Et c'est aussi pour ça que les prochaines, il n'y aura pas du tout d'images animées. Il n'y en a pas sur cette vidéo aussi, par exemple, que des images fixes, que des screenshots. On prend pas de risque. J'espère que je pourrai faire des vidéos un petit peu plus complètes et fournies, avec de la vraie vidéo, où on voit un peu les buts, etc. Parce que c'est toujours plus kiffant, ça fait toujours des trucs plus quali. Mais voilà, j'espère que vous comprenez, et comme j'ai dit, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, prenez soin de vous, très bonne semaine qui démarre, et à bientôt, à très bientôt, bisous.